Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir que dans la partie d'après, la deuxième partie, celle où je parle de mes lectures du confinement, je ne porte pas du tout ceci. J'ai eu un gros souci au montage, enfin un gros souci, c'est pas un gros problème, mais c'était un problème qui me gênait beaucoup personnellement. C'était que j'étais floue et que la caméra avait fait le focus sur la bibliothèque derrière. Et moi ça m'embêtait vraiment. Donc je vais prendre le parti de refaire cette introduction. Je pense pas du coup que je vais vous refaire tout le blabla. J'avais fait un blabla sur comment s'était passé mon confinement, mon déconfinement, etc. Pour vous la faire courte, moi mon confinement ça n'a pas été des vacances, j'ai continué à travailler, j'ai donné cours à mes élèves en ligne. J'ai essayé de me renouveler un petit peu dans mes pratiques et de passer pas mal par des exercices numériques et j'ai essayé de les suivre du mieux que je pouvais. Ça n'a pas été facile et bravo à tous les profs qui y sont parvenus et qui ont fait un travail formidable durant ces derniers mois. Je trouve qu'on l'a pas assez dit, on a beaucoup remercié les soignants, c'est normal hein, évidemment, mais je trouve que les profs ont quand même fait un gros travail et ont vraiment réussi finalement à relever un super challenge en sachant que toutes les écoles n'étaient pas équipées, tous les élèves n'étaient pas équipés, tous les profs étaient peut-être pas forcément très bien équipés, donc voilà, j'ai trouvé ça super cool. Moi de mon côté j'avais prévu au départ de vous faire du contenu durant le confinement et le déconfinement, mais en réalité entre ce que j'avais prévu de faire, ce que je voulais faire, ce que j'avais le temps de faire et ce que mes neurones me laissaient comme capacité intellectuelle à la fin de la journée ou après mon travail ou après tout ce que je voulais faire durant la journée, il me restait pas lourd. Donc finalement j'ai pas pu poster. Je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont posté plein de choses durant le confinement et c'était vraiment top, mais ça n'a pas été mon cas. Donc voilà, je vous poste aujourd'hui du coup mon bilan de lecture de confinement et de début de déconfinement. Je crois que le dernier livre dont je vais vous parler ce sera effectivement toute fin du confinement, début du déconfinement que je l'ai terminé. Et voilà, pour la plupart ça a été vraiment de très chouettes lectures, donc je peux que vous recommander de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors j'ai pris la pile de livres que j'ai lus, je vais pas vous les présenter dans l'ordre, je vais les prendre dans le truc qui viennent, dans le sens qu'ils viennent. J'ai lu d'abord Nous sommes l'étincelle de Vincent Mille-Minot aux éditions PKJ. Ça c'était un cadeau de Noël, c'était mon chéri qui me l'avait offert à Noël et il s'était dit que ça allait me plaire et effectivement c'est un livre qui m'a beaucoup plu. L'écriture se déroule à 3 moments différents dans l'histoire, donc on a 2025, 2061 je crois et un troisième moment, je me rappelle plus très bien, mais je sais qu'on suit en fait au départ un groupe de jeunes qui veulent lancer une révolution parce qu'ils en ont marre de la manière dont les adultes gèrent la situation, la crise actuelle, la crise écologique, et en fait ils vont essayer de mener donc une révolution clairement pour pouvoir s'émanciper de cette société. Ils veulent vraiment faire une décroissance extrême, ils veulent retourner dans la forêt, ils veulent apprendre à vivre en communauté, avec des petites communautés, se recréer un habitat qui est proche de la nature, etc. Et donc ils veulent faire cette fameuse révolution. Et du jour au lendemain, ils font sécession et ils disent « nous on se casse, salut ». Et ils se cassent, salut, et ils vont en fait occuper des terres qui sont laissées à l'abandon ou des terres qui sont proches des villages, qui sont finalement un petit peu plus proches d'eux en termes de civilisation. Et donc ils vivent notamment dans la forêt. Et un autre moment qu'on suit, c'est un moment où on a essayé de canaliser un peu les difficultés climatiques. On est devenu vegan par obligation. Il y a des grosses cités qui ont été créées avec de l'énergie solaire. Enfin, c'est un truc un peu futuriste et un peu spécial où finalement les gens sont pas beaucoup plus heureux. Et c'est encore le troisième moment, c'est encore plus loin, c'est 2060 ou 2070 je crois, un truc du style, où on suit cette fois-là des rescapés de ce qui reste du village primitif en fait, et une famille qui vit dans la forêt, dans les bois, et avec des enfants qui ne connaissent rien de la technologie, etc. et qui vont vivre un peu leurs aventures. Et on va se rendre compte au fil du récit que les 3 moments sont liés forcément.
et on s'en rend compte assez rapidement, donc je ne vous spoil pas là-dessus. On va avoir ici affaire à un livre qui pose des raisonnements sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde de demain, sur justement tout ce qui va être véganisme, sur tout ce qui va être crise climatique, comment est-ce qu'on gère la crise climatique, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien écrit. Moi j'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai bien aimé la manière dont l'auteur crée ses personnages, les fait évoluer. Il y a juste... je me rappelle maintenant parce que ça fait quand même 2 mois et demi que je l'ai lu, j'ai pas une mémoire de ouf, mais il y a juste un élément dont je me souviens maintenant qui m'avait gênée, c'est les jeunes au début se disent salut, on se casse, ce sera sans nous, si vous voulez continuer comme ça ce sera sans nous, et finalement ils le font. Et effectivement, ils font ces sessions, ils s'en vont, et je suis déçue de leur manque de préparation. Je pensais que durant les mois d'avant, ils avaient quand même réfléchi à de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre. Ok, on va accumuler des savoirs, on va faire quelque chose. On va par exemple dispatcher dans chaque communauté quelqu'un qui sait faire tel truc, quelqu'un qui sait faire tel truc, pour essayer de partager les connaissances et d'enseigner toutes ces choses-là. Et en fait, ils étaient assez mal préparés. Et moi, je me dis, en fait, là-dessus, c'est pas plausible en fait. Parce que c'est pas possible de se dire qu'on fait une révolution, les jeunes font sécession, ils veulent se casser, ils veulent plus du monde des adultes dans lequel ils ont grandi. Et en fait, ils sont pas assez préparés pour pouvoir faire face aux difficultés de la nature, quoi. Et en fait, leur cabane s'effondre, emportée par des inondations et des trucs ainsi. Et je me dis, mais ça c'est un truc qui se prépare en vrai. Hein. C'est pas un truc que tu décides comme ça. Et apparemment, ça faisait des mois qu'ils préparaient leur coup. Et je me dis, mais pendant des mois, ils ont pas genre faire une espèce de wiki, une plateforme, un truc d'organisation finalement pour que ce soit réaliste et réalisable et que le projet soit pérenne finalement. Maintenant, c'est peut-être un but de l'auteur aussi de montrer qu'il faut, c'est peut-être une des lacunes qu'il voulait montrer et dire, bah en fait, si on peut faire ça, c'est une bonne idée, peut-être. Vous verrez en lisant le bouquin, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut préparer le truc, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, je vous ai dit, hein, j'ai bien aimé, moi je vous le conseille vraiment. C'est hyper prenant, je l'ai lu en pas très longtemps, je crois que je l'ai lu en quelques jours. Et pourtant, bah, je vous ai dit, hein, j'avais 2-3 neurones qui se couraient après. Donc voilà, mais je pense qu'en une semaine, c'était plié. Il fait 505 pages, voilà. Donc voilà, conseil. Un autre livre que j'ai lu, c'est Les Testaments de Margaret Atwood. Cette fois-ci, c'est chez Robert Laffont, qui est donc la suite de La Servante écarlate. Si vous vous souvenez bien, à mon avis non, parce que une partie d'entre vous qui n'étiez pas encore là, quand j'en ai parlé sur la chaîne il y a 2 ou 3 ans, il me semble, j'avais bien aimé l'histoire, dans le sens... la construction, les personnages, parce que l'histoire n'est pas très divertissante, c'est assez glaçant, c'est une dystopie dans laquelle les êtres humains ont survécu à une espèce de guerre nucléaire et il y a un gros problème de fertilité. Du coup, les femmes doivent subvenir aux besoins de la population de reproduction et on a divisé, comme d'habitude, les femmes en plusieurs catégories pour qu'elles soient divisées et qu'elles ne puissent pas s'unir. Les épouses, les Martha, les servantes. Et dans le premier tome, on suit une servante de Fred qui raconte son histoire, qui raconte comment on en est arrivé là et qui essaye de faire son bonhomme de chemin dans ce monde très 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 difficile. On en a fait une série qui s'éloigne assez du livre et qui est beaucoup plus dynamique et je trouve, après avoir vu la première saison, que effectivement elle est bien faite, mais il y a quand même pas mal d'incohérences parce qu'ils ont voulu retransposer cette série dans les années 2000 alors qu'en fait ça a été écrit dans les années 70, donc il n'y avait pas tout ce qui est technologie, etc. Et il y a quand même des incohérences qui sont assez flagrantes, je trouve, mais globalement c'est quand même bien retranscrit et ça dénonce quand même un certain danger finalement sur la liberté des femmes. Celui-ci est beaucoup plus récent, Margaret Atwood l'a écrit je crois en 2019 ou l'a publié en 2018. Et voilà, publié donc effectivement en 2019 et j'ai adoré ce tome-ci. On suit 3 femmes, 3 générations de femmes en fait, qui vivent dans le même monde, dans le monde après de Fred. Et franchement c'était absolument génial, l'écriture est beaucoup plus dynamique ici, on en apprend beaucoup plus sur le monde et l'univers et on va suivre notamment un personnage qui était
détestable et détestée dans le premier volume, dans le premier tome. C'est Tante Lydia qui fait partie en fait des mères fondatrices, je vais dire, de tout le système, où c'est elle qui s'occupe de gérer les servantes justement et de leur inculquer la bonne éducation pour pouvoir bien s'intégrer dans leur famille où elles sont servantes et elles vont juste servir de mères porteuses, voilà. Et j'ai énormément aimé ce personnage dans ce bouquin parce qu'on a finalement toutes ses pensées, on a la manière qu'elle a d'agir, on voit tous les agissements, les petits complots, parce que même entre les tantes, il y a des problèmes, même entre les tantes, il y a des dissensions, même entre les tantes, il y a des gens qui se tirent dans les pattes, et c'est tout ce que les hommes veulent en fait, hein, clairement. Donc voilà. C'était vraiment un livre génial. Je vous recommande la lecture quand même du premier avant de lire celui-ci. C'est pas essentiel, maintenant on comprend quand même mieux pas mal de choses quand on a lu le premier par rapport à l'univers. Si vous avez vu la série, je pense que ce sera suffisant pour arriver à suivre celui-ci. Vraiment, vraiment top, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la fin aussi. C'était vraiment génial, super chouette. Au tout début du confinement, je terminais Une Braise sous la cendre, le tome 3, Le Prix du sang, que j'avais acheté donc de Sabataïr chez PKJ, que j'avais acheté lors de sa sortie. Je crois que c'était en novembre dernier ou en octobre dernier. Et je me réjouissais beaucoup de le lire parce que la fin du tome 2 m'avait laissé sur ma faim justement. Et j'avais relu, avant de me plonger là-dedans, je me suis rendu compte que j'avais tout oublié, c'était horrible. Donc j'avais relu la fin du tome 2 et je m'étais dit ah ouais ok je me souviens de ça, c'est quand même scandaleux nanana. Et je continue ici et en fait ce tome a été très long, a été très dur, a été très pénible. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'autrice s'acharne autant sur ces trois personnages principaux que sont Elias, Laïa et Hélène. Je ne comprends pas. Elle les rend malheureux. Il n'y a même pas une personne qui va se tirer son épingle du jeu dans tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais punaise, mais ils en bavent quand même. Ils n'arrêtent pas de souffrir, de perdre des gens, d'être blessés dans leur ego, dans leurs sentiments, dans tout ce que vous voulez. Et de perdre des gens, parce que des gens meurent aussi. Et je me dis, en fait, personne là-dedans n'y trouve son compte. Tout le monde tourne fou. Moi, je comprends pas du tout ce choix, j'avoue. Peut-être que ça va s'expliquer dans le tome 4. Mais honnêtement, je ne le lirai pas. Je ne le lirai pas parce que j'ai pas aimé ma lecture. Il y a des fois, je peux comprendre que les héros traversent des moments difficiles, etc. Mais j'ai pas envie de lire un livre qui fait 570 pages où on voit les trois héros s'en prendre plein la gueule. Vraiment, plein la gueule. Il n'y a pas d'autre mot pour tous et pour toutes. Voilà, c'était long, c'était juste long et j'ai pas du tout aimé la tournure des événements, donc je ne lirai pas à la suite. Voilà. En ce qui concerne les mangas, j'en ai lu 5, c'était ceux d'une même série qui s'appelle Sensu, écrite et réalisée par Daisuke Imai et publiée chez Casterman Éditions. Donc voilà ce que ça donne pour les couvertures. Ici on a affaire à un thriller plutôt, oui c'est ça, c'est du genre thriller et en 5 tomes c'est fini. C'est pour ça en fait que j'avais commencé à le lire parce que j'en avais marre de lire des séries à rallonge. Même si je les adore, hein. Il y a des séries que j'adore qui sont très longues mais j'en avais marre. Et donc là je me suis dit c'est bon, t'as les 5 tomes, lis-les, si ça se fait ce sera un énorme coup de cœur, tu vas adorer. Et en fait c'était plutôt intéressant à suivre, le dessin m'a pas spécialement bluffé plus mais l'histoire se tient. On est dans une société, donc c'est aujourd'hui, c'est pas du tout dystopique, c'est... Oui c'est ça, c'est bien aujourd'hui et on suit une fille qui s'appelle Yoko et qui s'est créée une vie, ce qu'on appelle de sensu. Donc en fait elle a été répertoriée dans les morts d'un accident de car et elle n'était pas dans le car. Elle n'était pas dans le car, elle avait été oubliée à la station-service. Et elle s'est dit, ah purée, fait chier, ils m'ont oublié. En plus, dans le car, il y avait toutes mes affaires personnelles. Et elle se retrouve sans rien. Le car fait un accident de la route et tous les passagers meurent. Et elle voit son nom défiler. Donc elle est devant une télévision quand elle voit les informations et qu'elle voit que le car a cramé. Et elle se rend compte en fait que elle a été portée morte.
tout simplement. Voilà, elle a été déclarée morte dans l'accident. Et elle se dit bah c'est super, je vais avoir finalement toute une vie, maintenant je suis libre, je suis toute libérée de toute contrainte. Et elle va commencer à vivre comme une sangsue, c'est-à-dire qu'elle va se glisser chez les gens pendant la journée, pendant qu'ils partent au bureau, pendant qu'ils sortent leurs poubelles, pour subtiliser à manger, pour prendre une douche, voilà, pour vivre sa vie, pour dormir. Et la journée, bah, elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc elle vit en horaire décalé finalement, en fonction des gens chez qui elle squatte. Et en fait, il s'avère qu'elle n'est pas toute seule à faire ça. Il y a tout un monde qu'on appelle les sangsues qui vivent au crochet des autres dans la société. Et elle va s'en rendre compte parce qu'elle va faire la rencontre d'une personne qui va lui faire remarquer et qui va lui faire découvrir en fait ce monde. Elle va s'attirer des ennuis parce qu'il y a des espèces de territoires, c'est chasse gardée, donc elle peut pas forcément faire tout ce qu'elle veut. Et ça, elle n'est pas du tout au courant des règles du jeu. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le synopsis. Donc j'ai bien aimé en fait, j'ai bien aimé. Je trouvais que l'histoire se tenait, que c'était tout à fait cohérent dans l'écriture, dans la manière d'agir des personnages, etc. Mais j'ai pas eu d'étincelle en fait, j'ai juste pas eu l'étincelle. J'ai bien aimé, sans plus. Je trouvais que c'était intéressant à suivre, à découvrir. C'est un mode de vie qui est tout à fait répréhensible hein, pour la plupart des gens qui vivent, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui font tout dans les règles de la société. L'optique, l'angle attaqué était chouette quand même, mais c'est clair que j'ai pas eu d'étincelle en me disant, en refermant le 5e tome, je me suis dit, oh mais ça c'est du génie, c'est trop bien. Je me suis pas dit ça. Maintenant c'est quand même pas mal, et si vous aimez les thrillers, ben je vous les recommande parce que en 5 tomes finalement ça s'est plutôt bien tenu, c'était bien ficelé et c'était chouette à suivre. Donc voilà. Mourir et puis sauter sur son cheval de David Bosque, publié aux éditions Verdier. C'est un tout petit livre, il fait à peine 100 pages, même pas 100 pages, voilà, 85 pages. L'auteur pour ce livre-ci s'inspire d'un fait divers qui s'est produit à Barcelone dans les années 40, oui c'est ça, années 45, d'une jeune fille en fait qui aurait apparemment perdu la boule et qui se serait jetée du haut de son immeuble. Elle était artiste et elle s'est lamentablement écrasée en bas de chez elle, voilà, sur le trottoir. Et dans ce livre, en fait, l'auteur imagine ce que la jeune fille a pu vivre les jours, les semaines, les mois précédant son décès, son suicide. Et il le retranscrit à travers une lettre, pas vraiment une lettre, c'est pas une lettre, c'est des notes qu'elle a prises dans un livre que son père retrouve après son décès. Donc le début du livre, c'est comment ça se passe. En gros, dans quel état elle est. Il a repris les éléments de l'article de presse, ça on l'apprend à la fin. Et puis ben, par la suite, on suit le papa qui évidemment est complètement, pas désœuvré, mais il est mal en point parce qu'il a perdu sa fille. Et donc il va lire les notes que sa fille a prises entre les lignes de romans, etc. pour voir un peu, comme ça nous aussi on a accès aux pensées de la fille. Et c'était terriblement bien écrit, j'ai trouvé ça vraiment très poétique. Il y a des passages qui sont vraiment, c'est magnifique, vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas le vocabulaire assez riche je pense pour pouvoir parler de la manière d'écrire de l'auteur. Il y a quand même des passages aussi qui sont assez dérangeants où c'est un peu gore, hein, c'est un peu cru. Elle va par exemple couper la tête d'une poule et elle nous décrit comment le sang gicle, enfin il y a du sang partout, enfin, oh non, moi qui suis très visuelle quand je lis, j'étais là, j'aime pas trop ça. Mais sinon bah, c'est aussi farfelu parce qu'elle part dans des délires, l'auteur lui attribue une âme d'artiste très décalée et donc du coup bah, une vie aussi un petit peu folle. Et donc voilà, moi ça m'a beaucoup divertie, j'ai beaucoup aimé cette lecture et c'est vraiment sympa, un peu perché par moments peut-être. Mais franchement, vraiment sympa à lire. Et puis 85 pages, ça se lit assez rapidement. J'ai pas perdu mon temps, ça m'a divertie et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la plume, je le répète, qui était vraiment très bien ciselée. C'est précis et ça m'a vraiment transportée pendant quelques heures une après-midi. C'était top. J'ai commencé mais je ne l'ai pas encore terminé, mais je voulais absolument vous en parler. C'est L'entrée de l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, publié aux éditions ici en poche, Les liens qui libèrent. Ah, j'adore ce livre.
J'adore ce livre. Je l'ai toujours pas fini parce que j'ai pas pris le temps de le continuer. Mais en gros, dans ce livre, on va suivre, c'est pas une histoire, on va suivre en fait le contre-argument de se dire que c'est la loi de la jungle, forcément c'est chacun pour soi, le monde est horrible, le monde est individualiste, regardez comment est-ce que les organismes survivent, regardez les parasites, etc. etc. Et en fait, les deux auteurs démontrent complètement cette affirmation en disant que chaque espèce, quelle qu'elle soit, vraiment, l'homme surtout, a besoin d'entraide. Et en fait, tout le monde se construit sur l'entraide. Sans entraide, il n'y a pas de vie. Sans entraide, il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout. Et il le montre aussi à travers des expériences, à travers des faits, des éléments scientifiques. Chaque élément qu'ils affirment est appuyé par une bibliographie. Vraiment, la biblio fait je pense une dizaine de pages. J'ai appris des trucs limite à chaque page. C'était extraordinaire, j'en ai parlé sur Instagram un petit peu et j'étais vraiment bluffée, rien que par le début, c'était vraiment extraordinaire. Je vous le conseille. Je crois vraiment que la personne qui a écrit, donc Christophe André, dit il y a des livres qui changent notre regard sur le monde, l'entraide en fait partie. Et puis Mathieu Ricard, juste en dessous, une étude plus que bienvenue pour construire ensemble un monde meilleur. Mais clairement, vraiment, je le recommande chaudement, vraiment, à tout le monde. C'est pas compliqué à lire, c'est pas barbant, c'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant, c'est extraordinaire. Je recommande la lecture de ce livre à tout le monde. Et même si je l'ai pas fini, je sais, rien que si... Là, je me suis arrêtée à la moitié. Rien que même si je m'arrête là, j'ai appris un tas de trucs hyper intéressants. Franchement, foncez. Ça parle de biologie, ça parle de sociologie, ça parle d'anthropologie, on parle de mécanismes du groupe, d'entraide spontanée, etc. etc. C'est vraiment, vraiment génial, hyper bien documenté, c'est top et c'est vulgarisé surtout. Ça signifie que c'est accessible, je pense, à toute personne qui a fait peut-être des études secondaires. Voilà, je crois que même certains chapitres, peut-être pas tous, mais j'aurais pu les proposer à certains de mes élèves et je suis sûre qu'à un réto, c'est clairement accessible. Donc vraiment, lisez ça. J'espère que ça nous sera utile pour les années à venir parce qu'on a vraiment besoin de reconstruire un monde tout à fait différent que celui qu'on a pour l'instant, basé sur l'individualisme et le capitalisme. Donc voilà, ça donne de bonnes idées pour la suite. Les deux derniers livres dont je vais vous parler sont des vrais coups de cœur, je les ai adorés, je les relirai parce que j'ai pas de mots tellement c'était bien. Voilà, Milk and Honey de Rupi Kaur, je vous ai déjà parlé de The Sun and Her Flowers, c'était dans une vidéo de 2018, je crois que c'est ça, 2018 je pense. J'ai adoré, j'attendais en fait, je l'avais acheté en version originale et j'attendais un moment où ça allait pas terrible pour pouvoir le lire. Et un soir je me suis dit ça y est, c'est le moment. Je l'ai vu passer chez Qui a tout lu sur Instagram, je te fais des bisous et je te fais coucou si tu passes par là. Et je me suis dit mais oui, trop, c'est le moment, il faut que je le lise. Et je l'ai lu en une soirée. En une soirée, j'ai eu le cœur qui s'est serré, j'ai pleuré, je me suis reconnue dans plusieurs textes. Et j'ai aussi pris conscience, à ce moment-là je me suis dit mais en fait clairement cette autrice elle est hyper sensible, hyper émotive en fait. Et ça se ressent dans son écriture, elle est d'une empathie extrême. Elle arrive en fait à vous faire ressentir des émotions. Maintenant c'est de la projection je pense parce que c'est ce que moi j'imagine qu'elle a ressenti. Ce qui est peut-être pas le cas. Mais elle arrive à vous faire ressentir des émotions avec des pages où vous avez finalement 4 lignes quoi. Je trouve que c'est extraordinaire et des parties aussi où, qui résonnent dans votre propre expérience où vous arrivez à vous identifier, où vous arrivez à vous projeter dans ce qu'elle a vécu parce qu'elle parle de choses qui sont universelles. Elle parle des relations entre hommes et femmes, donc dans un couple principalement hommes et femmes puisqu'elle est hétérosexuelle. On parle aussi des relations avec les parents, avec le père qui peut être conflictuel. Moi qui suis une fille, effectivement je me reconnais beaucoup, plus facilement dans son expérience finalement que si vous êtes un garçon. Mais je pense qu'il faudrait vraiment offrir ce livre, peut-être pas en anglais, si vous savez pas lire l'anglais maintenant, je trouve que l'anglais a ce côté vraiment, lire de la poésie en anglais, je l'avais pas fait avant Rupi Kaur.
et je crois que je le referai. Je le referai par la suite parce que ça m'a beaucoup apporté et j'ai l'impression d'avoir une plus-value et de me sentir encore plus proche de l'autrice quand je lis dans sa langue natale en fait. Enfin c'est même pas natale puisqu'elle est indienne, dans sa langue commune. Donc voilà, elle manie vraiment très bien l'anglais et j'ai pas de mots. Lisez-le. Enfin, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté au mois de décembre. Il m'a inspiré tellement, pour vous dire, je l'avais pas encore lu. Il m'a inspiré tellement que je l'ai acheté en 3 ou 4 exemplaires et je l'ai offert à plusieurs femmes de mon entourage à Noël en me disant ça, je suis sûre que ça va lui plaire aussi. C'est le livre des reines de Joumana Haddad et c'est publié chez Jacqueline Chambon. Mais quelle claque les amis, mais quelle découverte, quel bouquin. Ah, extraordinaire. À nouveau, j'ai pas de mots, c'est extraordinaire. On suit 4 générations de femmes au Moyen-Orient qui évoluent en Syrie, au Liban, je crois qu'on a aussi en Jordanie. Elles sont à chaque fois dans des conflits armés, forcément. Des conflits armés qui ne les impliquent pas elles, qui impliquent leur peuple, qui impliquent leur nation et donc dont elles font les frais finalement. C'est déjà vachement compliqué d'être une femme, voilà, mais en plus une femme peut-être parfois en minorité ethnique dans un conflit armé. Voilà. On suit donc 4 générations, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la dernière, donc la fille, la petite fille finalement, ou l'arrière-petite fille, ça dépend comment vous voyez les choses, qui ont toutes les 4 des noms assez comment dire, proches. On a Kaya, Kana, Kadar et Kamar. Et au début je me suis dit, tu vas voir, je vais toutes les mélanger, ça va pas bien se passer. Et en fait on a une partie qui est attribuée à chacune. Et c'était vraiment... c'était tellement touchant, franchement, c'était vraiment magnifique. L'autrice s'est inspirée de faits réels parce que c'est sa propre histoire familiale qu'elle nous raconte ici finalement. Elle nous l'explique dans le mot de la fin. Mais voilà, j'ai pas de mots tellement c'est bien écrit, tellement ces femmes ont une histoire qui m'a touchée. Chacune a une histoire à elle, chacune m'a vraiment touchée. Chacune réagit finalement, je trouve que c'est tellement flagrant, on se rend compte à la fin et se dire oh, mon Dieu, elles auraient eu des vies tellement différentes. Oui, si elles étaient nées ailleurs, mais aussi si elles avaient pris la peine de partager leur expérience avec leurs filles, avec leurs petites filles. Elles ont chacune une part d'ombre, chacune des secrets qu'elles gardent pour elles. Et franchement, je me dis, oh, elle aurait tellement dû lui dire plus tôt, elle aurait compris quel choix elle a fait. Et ça, je crois que c'est le lot de tous les parents. Les parents veulent protéger, je pense, leurs enfants et ils n'ont pas forcément envie de leur raconter toute leur vie non plus. Et voilà, et je me dis, il y a des choses qui auraient pu être évitées parce que elles se construisent des fois en contre leur propre mère. Et leur mère se dit, de toute façon, elle aurait une vie meilleure que la mienne, donc c'est pas grave si elle me déteste. C'est vraiment des émotions très très fortes et je vous recommande vraiment ce livre, il est époustouflant, vraiment époustouflant, je l'ai adoré et je pense que je le relirai à mon avis bientôt parce que il était vraiment vraiment magnifique et je peux que vous le recommander. Et voilà, on arrive à la fin de cette très très longue vidéo de blabla et de avis lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu pendant le confinement, qu'est-ce que vous me recommandez dans les livres. J'espère que vous pourrez me recommander des livres qui sont accessibles en format e-book parce que j'essaye vraiment de limiter mes achats papier. Je suis en train de faire un énorme tri dans ma bibliothèque et donc voilà. C'est pas grave si c'est pas en e-book, au moins je le noterai et je l'achèterai plus tard quand j'aurai la possibilité de le faire. Conseillez-moi des trucs. Voilà, je suis toujours intéressée de faire découvrir de nouvelles choses, surtout si vous avez eu des coups de cœur ou si c'est des trucs que vous avez lus et qui n'étaient pas terribles. Parce que j'ai pas eu ça, tiens. J'ai pas eu de grosses déceptions en fait durant le confinement, c'était des coups de cœur de confinement finalement. Moi je vais vous laisser ici en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu et petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir de discuter de tout ça avec vous. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!